J'ai 36 ans et depuis quelques années, ma vie est compliquée. Tout a commencé quand la santé de mon père a commencé à décliner. Il souffrait de problèmes rénaux depuis longtemps, mais les choses se sont aggravées ces 2 dernières années. Au début, il pouvait se déplacer seul, mais il est vite devenu évident qu'il avait besoin de plus d'aide. Je suis son fils unique, alors c'est naturellement à moi que revenait cette responsabilité. 2 fois par semaine, chaque mercredi et samedi, je l'emmène à ses séances de dialyse. Le samedi, ce n'est pas un problème, c'est mon jour de repos et ça ne me dérange pas de le passer à aider mon père. Mais le mercredi, c'est une autre histoire. J'ai dû obtenir une autorisation spéciale de mon patron pour quitter le travail plus tôt ces jours-là et rattraper les heures perdues le soir. Je suis dans cette entreprise depuis 10 ans et mon patron a toujours été compréhensif, donc cet arrangement fonctionnait. Cependant, le vrai problème n'était pas au travail, mais à la maison. Ma femme, Chloé, n'était pas exactement ravie en apprenant ma nouvelle routine. Au début, elle semblait l'accepter, ou du moins c'est ce que je croyais. Mais au fil des semaines, je sentais qu'elle devenait de plus en plus frustrée. Elle a commencé à faire des petites remarques, rien de trop direct, mais on pouvait sentir la tension monter. Elle ne comprenait pas pourquoi je devais passer autant de temps avec mon père, surtout que nous n'avions pas été en très bons termes pendant des années. Vous voyez, mon père et moi avons toujours eu une relation compliquée. Il voulait que je reprenne son entreprise familiale, mais j'ai choisi une autre voie. Je me suis lancé dans la tech, et même si je gagnais bien ma vie, il n'a jamais vraiment approuvé mon choix. Après mon mariage, il m'a carrément dit qu'il me rayait de son testament, affirmant qu'il léguerait tout à une œuvre de charité. À l'époque, ça m'était égal. Je lui avais dit que je pouvais me débrouiller seul, et c'est ce que j'ai fait. Mais cette décision a laissé une certaine amertume entre nous. Pourtant, quand sa santé s'est dégradée après le décès de ma mère, je ne pouvais pas le laisser seul. Bien sûr, il a une infirmière à domicile et tout le reste, mais je suis son fils. Je sentais que c'était ma responsabilité. Chaque fois que je l'emmenais à la clinique pour sa dialyse, je savais que je faisais ce qu'il fallait. Ce n'était pas facile, cependant. Les trajets à la clinique sont devenus une partie de ma routine, mais aussi une course contre la montre. Les mercredis soirs étaient les pires. Je quittais le bureau en catastrophe, passais chercher mon père, l'emmenais à la clinique, puis rentrais tard à la maison, où je trouvais généralement Chloé agacée. Au début, elle prévoyait des choses le samedi, des fêtes, le grand ménage, des sorties avec les enfants. Mais je devais toujours lui dire que je ne pouvais pas venir. C'est là que les disputes ont commencé. Elle n'aimait pas que je donne la priorité aux besoins de mon père sur les projets qu'elle avait. On en est arrivé à un point où je passais mon temps à courir partout, essayant de satisfaire tout le monde, mais en échouant lamentablement. Et ce n'était pas seulement les samedis. Les mercredis, après être revenu de la clinique, j'avais encore du travail à terminer. Mais Chloé trouvait toujours un moyen de m'interrompre. Elle sortait, me laissant m'occuper des enfants, ou organiser quelque chose à la dernière minute qui chamboulait toute ma soirée. Ça commençait à m'épuiser. Mon père, même dans son état, le sentait. Il me proposait de demander à l'infirmière de l'emmener à ses rendez-vous pour que je ne sois pas si stressé, mais je ne pouvais pas abandonner cette responsabilité. Ces trajets en voiture jusqu'à la clinique étaient vraiment les seuls moments qu'il me restait avec lui, et je n'étais pas prêt à y renoncer, peu importe le chaos qui m'attendait à la maison. Les choses ont vraiment commencé à se dégrader entre Chloé et moi après quelques mois de cette routine. La tension qui s'était accumulée a finalement commencé à déborder. Au début, elle essayait de minimiser, agissant comme si ce n'était pas grave, mais je pouvais le voir sur son visage. Chaque fois que je disais que je devais emmener mon père en dialyse, elle soupirait, levait les yeux au ciel ou marmonnait quelque chose dans sa barbe. C'était comme si elle tenait les comptes, attendant que je fasse un faux pas, et j'avais l'impression de ne jamais rien faire de bien à ses yeux. Un soir, en rentrant de la dialyse, je l'ai trouvée assise dans le salon, les bras croisés. Rien qu'à son regard, je savais que ça allait être une dispute. Elle a commencé par me demander pourquoi je perdais autant de temps avec mon père. Il ne se soucie même pas de toi, a-t-elle dit. Il n'a jamais apprécié quoi que ce soit que tu aies fait pour lui, alors pourquoi te plies-tu en 4 pour lui maintenant? Je n'avais pas de réponse qui aurait pu la satisfaire. Je lui ai juste répété ce que je disais depuis des mois, c'est mon père, et il a besoin de moi. Ce n'était pas assez pour elle. Chloé avait l'impression que je choisissais mon père au détriment de notre famille. Elle a souligné que je passais moins de temps avec elle et les enfants. C'était difficile de la contredire,
car je savais qu'elle avait raison. Je n'étais pas aussi présent, surtout les samedis, et même les mercredis, je faisais tout à la hâte pour pouvoir suivre le rythme. Mais que devais-je faire? Laisser mon père traverser tout ça tout seul? Chloé ne voulait rien entendre. Elle m'a dit sans détour qu'elle ne s'était jamais entendue avec mes parents, même avant la mort de ma mère. Ce n'était pas nouveau pour moi, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était profond jusqu'à ce qu'elle commence à parler du fait que mon père m'avait déshérité. Elle n'arrêtait pas de dire que puisqu'il avait déjà donné son argent à des œuvres de charité, ça ne servait à rien de rester près de lui. Je n'arrivais pas à croire qu'elle mentionne ça. Il ne s'était jamais agi d'argent. Il s'agissait d'être là pour mon père quand il n'avait plus personne. Les disputes sont devenues régulières. C'était presque mécanique. Chaque samedi, chaque mercredi, je revenais de la clinique et Chloé m'attendait avec une plainte. Soit elle avait fait des plans auxquels je ne participais pas, soit elle était en colère parce que je n'en faisais pas assez à la maison. Elle disait que j'étais égoïste, que je ne pensais ni à elle ni aux enfants. J'essayais d'expliquer que ce n'était pas permanent, que mon père ne serait pas là pour toujours, mais elle ne voulait rien savoir. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'est quand elle a commencé à impliquer les enfants. Elle faisait des commentaires devant eux, des choses comme « Votre père est trop occupé avec papy pour passer du temps avec nous » ou « Peut-être que si papy n'était pas là, on pourrait faire plus de choses amusantes. » Je voyais la confusion sur leur visage, surtout celui de mon plus jeune. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils ressentaient définitivement la tension entre leur mère et moi. On en est arrivé à un point où j'appréhendais de rentrer à la maison après la dialyse. Pas parce que je ne voulais pas être avec ma famille, mais parce que je savais que ça allait se transformer en une autre dispute. Chloé rendait de plus en plus difficile pour moi de suivre mes responsabilités à la maison. J'avais l'impression que quoi que je fasse, ce n'était jamais assez. Si je me concentrais sur mon père, j'étais un mauvais mari et un mauvais père. Si j'essayais de rattraper le temps perdu à la maison, j'étais toujours celui qui n'en faisait pas assez pour la famille. Le pire, c'est la froideur qui s'est installée entre nous. Nous sommes passés d'une équipe à vivre pratiquement comme des étrangers dans la même maison. Les disputes étaient constantes, et quand nous ne nous disputions pas, il n'y avait tout simplement rien. Pas de conversation, pas de connexion. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis certaines nuits, juste pour éviter une autre explosion. Je ne reconnaissais plus mon mariage et, honnêtement, je n'étais pas sûr qu'il allait survivre. Le point de rupture est arrivé un samedi après-midi. Je venais de rentrer après avoir emmené mon père à sa dialyse. La journée avait été difficile. Il ne se sentait pas bien, le rendez-vous avait duré plus longtemps que d'habitude et j'étais épuisé en arrivant à la maison. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Chloé faisait les 100 pas dans le salon, le visage rouge de colère. Avant même que j'aie eu le temps de m'asseoir, elle s'est déchaînée sur moi. J'en ai marre de tout ça, Julien. J'en ai marre que tu choisisses ton père au détriment de cette famille, a-t-elle crié. J'étais trop fatigué pour me disputer, mais je savais que cette fois, ça ne passerait pas comme les autres disputes. Elle n'était pas seulement en colère, elle était furieuse. J'ai essayé de la calmer, en expliquant que la journée avait été particulièrement difficile et que mon père avait plus que jamais besoin de moi, mais elle n'écoutait pas. Elle était allée trop loin. Tu sais quoi, Julien? C'est lui ou nous. Tu dois faire un choix. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça, a-t-elle dit en croisant les bras et en me fixant. Ça m'a frappé de plein fouet. Je suis resté là un instant, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Chloé avait déjà été en colère, mais elle ne m'avait jamais posé un ultimatum pareil. Je n'arrivais pas à croire qu'elle me demandait de choisir entre mon père mourant et ma propre famille. J'ai essayé de lui dire que mon père ne serait pas là pour toujours, que j'essayais juste de bien faire les choses pour lui dans ces dernières années, mais ça n'a fait que la rendre encore plus en colère. Et alors? Je suis censé attendre qu'il meure? Ça va prendre combien de temps, Julien? Des semaines? Des mois? Des années, a-t-elle lancé. Les mots m'ont giflé. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle était froide. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. Elle parlait de mon père comme s'il n'était qu'un fardeau dont il fallait se débarrasser. Je sentais ma propre colère monter, mais je ne voulais pas aggraver les choses en lui criant dessus. Je suis juste resté là, abasourdi. Si tu ne peux pas prendre de décision, je le ferai, a-t-elle dit, avant de partir en trombe dans la chambre. Je suis resté dans le salon, à fixer le mur, essayant de comprendre ce qui venait de se passer.
Comment en étions-nous arrivés là? Nous étions si proches avant, mais maintenant, j'avais l'impression que des kilomètres nous séparaient. L'ultimatum a plané dans l'air tout le reste de la journée. Nous nous sommes à peine parlé après ça. Elle a passé la plupart de l'après-midi dans la chambre, claquant les portes et marmonnant dans sa barbe, pendant que j'essayais de distraire les enfants. Cette nuit-là, les choses ont encore dégénéré. Elle est sortie de la chambre et a commencé à faire une valise. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, et elle m'a répondu qu'elle partait. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir, qu'elle ne supportait plus de vivre dans la même maison que moi alors que je continuais à faire passer mon père en premier. J'ai essayé de l'arrêter, mais sa décision était prise. Elle a fait ses bagages et a franchi la porte sans même dire au revoir aux enfants. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi était soulagée d'avoir une pause dans ces disputes constantes, mais une autre partie était sous le choc. C'était ça? Notre mariage était-il vraiment en train de s'effondrer? Je me suis assis sur le canapé pendant un moment, fixant la porte par laquelle elle était sortie, me demandant si elle reviendrait un jour. Ce soir-là, j'ai mis les enfants au lit et je me suis assis seul dans la maison silencieuse. Le poids de son ultimatum pesait encore sur moi, mais au fond, je connaissais déjà ma réponse. Il était hors de question que j'abandonne mon père. Pas maintenant, pas au moment où il avait le plus besoin de moi. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour mon mariage? Je n'en étais plus sûr. Le lendemain matin, Chloé n'était toujours pas rentrée. Je me suis levé, j'ai préparé le petit déjeuner pour les enfants et j'ai continué la journée comme d'habitude, mais la maison semblait plus vide sans elle. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Quand Chloé est partie cette nuit-là, une partie de moi s'attendait à ce qu'elle revienne après un jour ou deux. Je pensais qu'elle avait juste besoin de temps pour se calmer. Mais les jours se sont transformés en une semaine, et plus le temps passait, plus je réalisais qu'elle ne prévoyait peut-être pas de revenir du tout. Ce qui était bizarre, c'est que je n'étais pas aussi bouleversé que je l'aurais cru. En fait, j'ai commencé à me sentir soulagé. C'est étrange, non? J'avais passé tellement de temps à me disputer avec elle, à marcher constamment sur des œufs, que lorsqu'elle est partie, la maison est devenue plus calme. Les enfants ont posé des questions au début, surtout le plus jeune, mais je leur ai dit qu'elle avait besoin de temps pour elle et que nous allions nous en sortir. Je n'ai pas essayé de cacher à quel point les choses avaient été tendues, mais je ne voulais pas non plus leur faire porter tout ce poids. Ils méritaient aussi un peu de paix. Avec le départ de Chloé, je pouvais me concentrer davantage sur mon père et les enfants sans avoir l'impression d'être pris au milieu d'une zone de guerre. Je pouvais emmener mon père à la dialyse sans me précipiter pour affronter une autre dispute. Je n'avais plus à m'inquiéter d'être critiqué pour chaque petite chose, que ce soit un retard de 5 minutes ou du linge mal plié. C'était comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Un après-midi, environ 2 semaines après son départ, on a frappé à la porte. Je n'ai pas été surpris de voir un livreur avec une enveloppe, les papiers du divorce. Je suis resté là, tenant l'enveloppe pendant 1 minute, à la regarder. Je savais que ça allait arriver, mais le voir entre mes mains rendait la chose réelle. Je suis rentré, je me suis assis à la table de la cuisine et je l'ai ouverte. Tout était écrit noir sur blanc. Elle voulait le divorce, ne demandait pas la garde des enfants et ne réclamait rien de mes biens. J'avoue avoir été choqué par la rapidité avec laquelle elle les avait envoyés. Mais le fait qu'elle ne veuille pas la garde des enfants, ça m'a frappé plus durement que tout le reste. Elle était juste partie, comme si nous n'avions plus aucune importance pour elle. Pas de combat, pas de négociation. Elle ne voulait pas d'eux. C'est là que j'ai su qu'elle ne reviendrait pas. Ni pour moi, ni pour les enfants. J'ai signé les papiers le jour même. Je ne voyais pas l'intérêt de faire traîner les choses. Si c'est ce qu'elle voulait, très bien. Il ne servait à rien d'essayer de réparer quelque chose qui était brisé depuis longtemps. J'ai renvoyé les papiers et je n'y ai plus beaucoup pensé. Je ne l'ai même pas appelé. Qu'y avait-il à dire? C'était fini. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé, hurlant au téléphone sur la façon dont j'avais pu signer les papiers sans même essayer de lui parler. Elle n'arrivait pas à croire que je n'ai pas au moins essayé de la supplier de rester. Sa mère a même pris le téléphone, criant qu'un vrai homme se serait battu pour son mariage. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de la situation, tellement c'était ridicule. Pourquoi me battrais-je pour quelqu'un qui ne voulait pas rester? C'est elle qui était partie, pas moi. Je lui ai dit sans détour, tu voulais le divorce, je te donne simplement ce que tu as demandé.
Cela n'a fait que la rendre plus furieuse. Elle a commencé à m'insulter de toutes sortes de manières, me traitant d'égoïste, disant que j'étais un mari horrible et qu'elle aurait pu trouver mieux. Mais honnêtement, ça ne m'a pas atteint. En fait, plus elle parlait, plus je réalisais que c'était la bonne décision. Elle avait déjà quitté le mariage depuis longtemps, et moi aussi, en réalité. J'essayais juste de maintenir les choses pour les enfants. Mais maintenant que c'était terminé, je pouvais enfin respirer. Après ça, les choses sont redevenues calmes. Plus de disputes, plus de stress. Juste moi, les enfants et mon père. Ce n'était pas parfait, mais c'était bien mieux que le chaos constant dans lequel j'avais vécu. J'ai commencé à sentir que je reprenais le contrôle de ma vie. Sans le drame de Chloé qui pesait sur ma tête, je pouvais me concentrer sur ce qui comptait vraiment, mes enfants, mon travail et mon père. Je ne m'y attendais pas, mais son départ a probablement été la meilleure chose qui pouvait arriver. Après le divorce, j'ai pris une grande décision. J'ai fait nos valises et, avec les enfants, nous avons emménagé chez mon père. C'était logique. Mon père s'affaiblissait et je devais être plus proche de lui. De plus, la maison était bien plus grande que la nôtre et les enfants adoraient y être. Ils pourraient voir leur grand-père tous les jours, et je n'aurais plus à jongler avec les allers-retours entre deux maisons. C'était un nouveau départ pour nous tous. Les premières semaines ont été une période d'ajustement, mais honnêtement, c'était comme si un poids avait été levé de mes épaules. Mon père était ravi de nous avoir là. Il ne l'avait peut-être pas montré par le passé, mais je voyais bien qu'il était heureux d'avoir de la compagnie. Et les enfants, ils étaient tout le temps autour de lui. Ils couraient dans la maison, l'entraînant dans leurs jeux, lui demandant de raconter des histoires ou s'asseyant simplement avec lui dans le salon pendant qu'il regardait la télévision. C'est comme s'il lui avait insufflé une nouvelle vie. Il y avait quelque chose dans le fait de le voir avec les enfants qui m'a fait réaliser que j'avais fait le bon choix. Il n'était plus seulement un patient, quelqu'un dont je devais m'occuper. Il était redevenu leur papy, riant avec eux, jouant et même les gâtant quand il le pouvait. Ça me rappelait ma propre enfance, à l'époque où il était plein d'énergie, toujours à faire des blagues et à nous faire rire. Ces moments étaient rares maintenant, mais quand ils se produisaient, ils étaient précieux. Avec notre installation, je n'avais plus à me presser pour les trajets de dialyse. Je pouvais prendre mon temps, l'aider à monter dans la voiture et conduire prudemment au lieu de foncer dans la circulation. Le trajet jusqu'à la clinique est devenu moins une source de stress et plus un moment passé avec lui. Nous parlions de toutes sortes de choses, de vieux souvenirs, des enfants, même de choses banales comme le sport ou la météo. J'ai réalisé à quel point ces conversations m'avaient manqué. À la maison, les choses étaient plus calmes aussi. Les enfants avaient leur routine, et l'aide-soignante de mon père était une bénédiction. Elle a commencé à aider avec les enfants après l'école, ce qui m'a donné la flexibilité de me concentrer sur mon travail sans m'inquiéter constamment de ce qui se passait à la maison. Je pouvais travailler plus souvent à domicile, ce qui signifiait que je pouvais passer plus de temps avec mon père et les enfants. Tout semblait enfin se mettre en place. Chloé n'était plus vraiment dans le tableau depuis le divorce. Elle n'avait pas demandé la garde et n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour voir les enfants. C'était comme si elle s'était complètement retirée de leur vie. Je voyais que ça leur faisait mal, surtout aux plus jeunes, mais je faisais tout mon possible pour combler ce vide. Nous restions occupés, nous faisions des promenades, des soirées cinéma, nous allions au parc, tout pour leur éviter de penser au fait que leur mère n'était pas là. Malgré tous les changements, j'ai remarqué quelque chose d'étonnant. Mon père, même avec ses problèmes de santé, semblait plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Peut-être que c'était la présence des enfants, ou peut-être simplement le fait d'avoir de nouveau sa famille dans la maison, mais il semblait plus en paix. Il avait toujours besoin d'aide et son corps était faible, mais son esprit, lui, était plus fort. Il s'asseyait sur la terrasse avec une tasse de café, regardant les enfants jouer dans le jardin, et pour la première fois depuis longtemps, je le surprenais à sourire, un vrai sourire. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent aussi bien. Emménager chez mon père était censé être temporaire, juste le temps de voir comment les choses évolueraient. Mais maintenant, je ne pouvais pas imaginer revenir en arrière. La maison était redevenue un foyer, pas seulement pour moi, mais pour mes enfants et pour mon père aussi. Nous ne faisions plus que survivre, nous vivions, vraiment. Peu de temps après notre installation chez mon père, il est décédé. C'est arrivé doucement, dans son sommeil, une nuit après avoir joué avec les enfants. Il est allé se coucher et le lendemain matin, il ne s'est tout simplement pas réveillé. Les médecins ont dit que c'était paisible, ce qui m'a apporté un certain réconfort.
Pourtant, le choc a été rude. Même si je savais que cela allait arriver, le perdre, c'était comme perdre une partie de moi-même. Les enfants étaient dévastés aussi. Ils s'étaient tellement attachés à lui ces derniers mois, et maintenant, il n'était plus là. Nous avons eu les funérailles quelques jours plus tard, et j'ai été submergé par le nombre de personnes présentes. De vieux amis, de la famille, même certains de ses contacts professionnels. Les gens sont venus lui rendre hommage, et cela m'a fait réaliser combien de vies il avait touché au fil des ans. Pour un homme qui ne montrait pas toujours ses sentiments, il avait laissé une sacrée empreinte sur beaucoup de gens. Quelques semaines après l'enterrement, j'ai reçu un appel du notaire de mon père. Il voulait que je vienne pour parler du testament. Honnêtement, je n'y pensais pas beaucoup. Mon père m'avait dit des années auparavant qu'il léguait tout à une œuvre de charité, et j'avais fait la paix avec ça. Je ne m'attendais à rien. Pourtant, j'y suis allé, pensant que ce n'était qu'une formalité. Quand je suis arrivé à l'étude du notaire, j'ai été surpris de voir des membres de la fondation déjà présents. J'ai supposé qu'ils étaient là pour finaliser le transfert de l'entreprise et des biens de mon père. Mais quand le notaire a commencé à lire le testament, ma mâchoire m'en est presque tombée. Mon père m'avait tout laissé. L'entreprise, la maison, sa fortune, tout. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai même interrompu le notaire, lui demandant si c'était une erreur. Mais il a souri et m'a dit que mon père n'avait jamais changé son testament. Il avait toujours eu l'intention que j'hérite de tout. L'histoire du don à une fondation, ce n'était pas vrai. Il avait juste dit ça pour me pousser à reprendre l'entreprise familiale. Et quand je ne l'ai pas fait, il m'a laissé croire que j'étais déshérité. Mais en réalité, il ne m'avait jamais renié. Je suis resté assis là, sous le choc, essayant de comprendre. Mon père, que je pensais m'avoir rayé de sa vie, m'avait en fait tout laissé. J'ai ressenti un flot d'émotions, soulagement, culpabilité, tristesse. J'aurais aimé pouvoir lui dire à quel point cela comptait pour moi. Pendant tout ce temps, j'avais pensé l'avoir déçu, mais au final, il était toujours fier de moi. Le notaire a même ajouté que mon père admirait le fait que j'ai suivi ma passion, même si ce n'était pas le chemin qu'il avait souhaité pour moi. Après cette réunion, j'avais beaucoup de choses à penser. Le notaire m'a dit que je pouvais reprendre l'entreprise si je le voulais, ou que je pouvais laisser la fondation continuer à la gérer. Au début, je n'étais pas sûr. J'avais passé des années dans la tech, à construire une carrière dans un domaine complètement différent. Mais maintenant, avec tout ça devant moi, j'ai commencé à penser à ce que mon père avait bâti et à ce que cela signifiait pour lui. C'était peut-être ma chance d'honorer sa mémoire. Je suis rentré à la maison ce soir-là et j'ai raconté aux enfants ce qui s'était passé. Je leur ai parlé du testament, de la façon dont papy leur avait aussi laissé quelque chose, de l'argent pour quand ils auraient 18 ans. Ils étaient trop jeunes pour tout comprendre, mais ils étaient excités. Nous avons décidé d'aller sur la tombe de papy le lendemain pour y déposer des fleurs. C'était la bonne chose à faire, pour le remercier pour tout, même s'il n'était plus là pour l'entendre. Au cours des semaines suivantes, j'ai pris ma décision. J'allais reprendre l'entreprise. Je ne le faisais pas pour l'argent ou le prestige. Je le faisais parce que c'était la bonne façon d'honorer mon père. Il avait construit quelque chose d'incroyable, et même si je n'en avais pas voulu avant, je réalisais maintenant que cela faisait partie de qui j'étais, de notre famille. Alors, j'ai démissionné de mon travail et j'ai pris les rênes de l'entreprise. C'est un défi, c'est sûr, mais j'ai l'impression de faire enfin quelque chose qui me connecte à mon père d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et le meilleur dans tout ça? Les enfants et moi, nous allons bien. La vie est bien remplie, mais elle est belle. Je pense que mon père serait fier de ça.